Troisième édition du stage Joachim Meyer. Pour ceux qui avaient peut-être fait les trois ou qui avaient fait deux précédents, le premier c'était vraiment une découverte. On avait à peine fini la traduction, il s'agissait après de comprendre un peu de quoi ça parlait, donc on avait montré surtout les aspects novateurs techniques qui nous semblaient originaux. Dans le numéro 2, déjà on avait resserré sur des choses plus précises, sur des points tactiques plus précis. Et là dans le 3, en fait, je ne savais pas trop par quoi commencer. Je sais que la présédition c'était un truc central que je voulais aborder, et j'ai relu avec cette grille de lecture là. Et ça a pris beaucoup de temps, vraiment plus que d'habitude pour un stage, parce que déjà il est volumineux. Là, la traduction elle est couchée sur 88 pages, donc c'est un bon document déjà à s'envoyer. Ensuite, une fois que j'avais relevé des choses intéressantes, c'était très disparate. Donc j'ai tout réuni sur un seul document, j'avais une quinzaine de pages au début, ça s'est réduit jusqu'à 6 ou 5. Et donc après, une fois que j'avais cette matière-là, il a fallu trouver mon fil conducteur pour le stage. Donc évidemment c'est la prise de décision. Et si ça a été si difficile que ça à mettre en place, c'est que Joachim Meyer, il n'est pas c'est pas un auteur au sens, c'est pas littéraire. Il n'est pas hyper clair. Et même si lui propose une nouvelle forme de glose, je vais revenir après sur l'auteur pour ceux qui ne le connaissent pas. Il propose une nouvelle façon d'aborder l'escrime. Il propose un nouveau plan, mais ce nouveau plan, il n'est pas. S'il a le bénéfice de la clarté, c'est simple a priori les catégories qu'il propose. Pour autant, cerner son escrime et son fil rouge avec ça, ce n'est pas évident. Donc souvent, on a un conseil qui est donné à la page 15, on arrive à la page 78 et on a une suite de ce qui est donné à la page 15. Et là, on se dit, tiens, il y a un point commun, là, on a un truc qui se suit. Donc comprendre son escrime et la forme de son escrime, c'est pas évident. Deuxième point qui m'a posé problème, c'est que son escrime, contrairement au glosateur antérieur, elle est plus contextualisée. C'est-à-dire que les glosateurs antérieurs, en général, on a des phrases d'armes courtes avec 1, 2, 3 enchaînements maximum. Donc ce qui laisse place à beaucoup d'interprétations. C'est peu précis, donc du coup, c'est facilement adaptable à une pratique d'aujourd'hui. Joachim Meyer, il rentre plus dans le détail, il est plus dans l'exemple. Même parfois, c'est des exemples très longs. Donc on a des phrases d'armes en 6 temps, 7 temps, 8 ans. Et donc là, on a forcément une escrime qui est plus contextualisée. Donc on a des choses qui, dans sa salle ou dans son entourage, existaient. Et nous, on a un tout petit peu de mal à voir de quoi il retourne, à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'on peut appliquer ça aujourd'hui. Voilà, on a affaire à une escrime plus contextualisée qu'il faut essayer qui n'est pas toujours évident de comprendre et de remettre aujourd'hui en application dans nos assauts. Il y a des choses qui me paraissent assez claires chez lui. Il y a des choses novatrices, comment rentrer vers l'adversaire. Il a des idées assez précises sur la façon d'aborder son adversaire, de rentrer dans l'approche. Il a aussi une notion assez claire de ce qu'on rencontre beaucoup dans les AMH, c'est quand les deux épées se croisent et ça monte en bouquetin. Vous voyez, les deux épées se chevauchent, on monte tous les deux en garde de la couronne et ça se bloque un peu. Ça, c'est quelque chose qu'il aborde bien aussi, donc visiblement, c'est un problème qui est chez lui récurrent. Et surtout, il y a un truc très original chez lui, chez Joachim Meyer, qui ressemble beaucoup moins des autres, c'est qu'il est très porté sur la remise. Donc la remise, c'est quand j'ai fait une première action offensive qui n'a pas touché, et je fais immédiatement une seconde action offensive. Et ça, c'est pas forcément le cas chez les autres glossateurs, et lui, il en parle bien, il en parle plus à fond. Chez les autres glossateurs, en gros, ils nous disent frappe et enchaîne, que tu touches ou que tu manques, enchaîne. Sauf que ça, c'est un peu, dit comme ça, c'est un peu simpliste. Parce qu'enchaîner sur quelqu'un qui riposte, c'est con. Si je frappe, il part, il riposte, et que moi je fais une remise, et qu'il y a une double, la remise n'a pas d'intérêt. Donc c'était un peu délicat de comprendre dans quel cas il faut enchaîner, pourquoi il faut enchaîner, comment il faut enchaîner. Et là, Joachim Meyer, il met les pieds dans le plat. Il va nous expliquer comment s'en sortir avec ça. Comment arbitrer entre une remise et éventuellement une retraite ou une contre-riposte, c'est-à-dire parer à nouveau la riposte qu'il m'a envoyée. Donc il donne vraiment des points d'explication pour tout ça. Alors je reviens rapidement sur Joachim Meyer. Au précédent stage, j'avais vraiment fait une longue explication sur sa vie, son œuvre. Je vais faire beaucoup plus court, juste pour ceux qui ne le connaissent pas et qui n'auraient pas fait de stage avant avec moi.
Donc on sait de Joachim Meyer, on pense qu'il est né le 16 août 1537, parce qu'à Bâle, dans la ville de Bâle, on a trouvé un extrait de naissance avec son nom, Joachim Meyer. Donc on pense qu'on n'a pas 10 000, donc ça doit être de lui qu'il s'agit. Cet homme, il est coutelier de formation, c'est son métier numéro 1, il est formé comme ça, il fait des couteaux. On sait aussi qu'il se marie en 1560 et qu'il mène une double carrière donc de maître d'armes et de coutelier. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est un Freifechter, donc un escrimeur libre, ce qui veut dire qu'il n'est pas attaché à une guilde, donc c'est un indépendant en fait. Donc les guildes, ça veut dire quoi? C'est qu'à mon avis, il fait des économies d'argent parce qu'il doit y avoir une souscription pour adhérer à une guilde. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il est autonome vis-à-vis des deux guildes principales d'Allemagne sur lesquelles je reviendrai ensuite. On a de lui des documents dans la ville de Strasbourg. Il fait à 5 reprises des demandes pour organiser des Festschule, donc des espèces de tournois, des rencontres. Et en 1561, il y a un de ses élèves qui fait une demande également. Il veut organiser sa propre Festschule et il la demande. Il se présente comme l'élève de Joachim Meyer. Donc, ce qui veut dire qu'en 1561, Joachim Meyer il est déjà enseignant. Donc si on fait un rapide calcul mathématique, c'est-à-dire qu'à 32 ans, on est sûr qu'il est déjà enseignant. Donc, à mon avis, c'est d'avant, mais de quand avant, mais on sait qu'à 32 ans, il est déjà enseignant. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur la fin de sa vie, son ouvrage le plus connu sur lequel on va s'appuyer, il date de 1570. Donc c'est un imprimé qui l'a beaucoup endetté. Et pour essayer d'éponger ses dettes, il veut les vendre. Donc c'est 30 florins, il espère les vendre 30 florins pièce, qui est une fortune à l'époque. Et sur la fin de sa vie, il se fait engager auprès d'un duc qui s'appelle Jean-Albert Ier de Mecklembourg. Je le prononce mal, mais Mecklembourg. Donc il se fait engager et il s'y rend. Donc c'est au creux de l'hiver, et aussitôt arrivé en 1571, donc un an après l'édition de son livre, il décède. Il décède, sa femme rentre précipitamment à Strasbourg. De là, elle demande qu'il lui soit envoyé les ouvrages qu'avait emmené Joachim Meyer en espérant les vendre là-bas. Et comble de malheur, le duc lui apprend que les ouvrages ont pris humidité, qu'ils sont flingués les livres, donc elle ne les récupère pas. Donc elle hérite d'une dette colossale. Et pour les éponger, elle va vendre les planches qui ont permis de faire l'ouvrage, et ça permettra de faire des rééditions ultérieures. Il y en aura 2 ultérieures au XVIIe siècle de l'ouvrage de Joachim Meyer. Donc c'est une partie des dettes, on imagine, qui seront épongées grâce à ça. Alors, petite chose sur la religion et Joachim Meyer, on subodore qu'il serait plutôt protestant, parce que quand il va voir le duc de Mecklembourg, c'est ce duc-là qui a créé, comment est-ce que j'ai le terme que j'ai retenu, qui a reconnu l'exclusivité comment ça s'appelle déjà, des Federfechter. Donc il a reconnu l'exclusivité de cette guilde-là dans son duché. Donc ça, c'est la deuxième grande guilde allemande. La première, c'est les compagnons de Saint-Marc. Donc eux, c'est une reconnaissance impériale. Donc c'est l'empereur Frédéric III qui la reconnaît en 1487 et qui leur dit vous avez l'exclusivité d'enseignement sur le territoire de l'Empire. Et plus tardivement, on a ce duc qui va également reconnaître une reconnaissance à l'échelon du duché pour les Federfechter. Donc puisque Joachim Meyer va chez lui, on peut supposer qu'il est d'obédience protestante, puisque les Federfechter se réclament du protestantisme, alors que les compagnons de Saint-Marc se réclament du catholicisme. J'en viens rapidement aux ouvrages qu'il a rédigés. Alors on en connaît 3. Le tout premier date de 1560. Alors pour la code, c'est le MSA 4.2. Ça, c'est un manuscrit. Un manuscrit, il est rehaussé de peinture. Et d'ailleurs, ce contenu-là, le contenu de ce premier ouvrage-là, c'est quasiment mot pour mot celui qu'on aura en 1570. Le contenu textuel est quasiment le même. Ensuite, il en rédige un second entre 1563 et 1570. Et ça, c'est une sorte d'anthologie. Donc dans cette anthologie-là, on retrouve, alors c'est le MS-VAR 82, on retrouve plusieurs choses, dont le texte de Sigmund Ringek, dont le pseudo-von Danzig, dont Martin Sieber, et dont des parties d'ouvrages rédigés par Joachim Meyer. Donc Joachim Meyer se propose de faire un livre qui réunit du combat. Donc il y a des parties écrites par lui, puis il y a des morceaux qui sont rattachés, qui sont de Ringek, qui sont de von Danzig, etc. Ça, c'est intéressant, parce que c'est-à-dire que Joachim Meyer, il est versé dans les textes. Il connaît les glossateurs, il connaît ces textes-là. Donc c'est un auteur qui connaît la tradition lichtenauerienne, pas seulement par un enseignement qui est éventuellement oral ou manuel, mais aussi par les textes. Donc il est un peu comme nous finalement, il a un accès aux textes, c'est assez intéressant. Et enfin, son œuvre majeure sur laquelle s'appuie ce stage, il est édité le 24 février 1570. Et cet ouvrage, c'est le
La code c'est VD16M5087 et la traduction c'est description complète de l'art de l'escrime. Donc il est dédié à Jean Casimir, donc c'est le comte palatin du Rhin, et on pense que l'idée c'était que je vous le dédie, voulez-vous être mon mécène s'il vous plaît. C'était à mon avis guidé, sauf qu'il n'a pas pu donner suite à ça puisqu'il décède un an après. Voilà, ça c'est pour la partie sa vie, son œuvre. Maintenant on va attaquer son escrime. Donc son escrime, alors allez, là je vais faire un petit peu introductif, je n'ai pas l'habitude de faire du blabla et du texte quand je fais un stage, mais c'est important de comprendre sa logique. Parce qu'elle va innerver l'ensemble du stage aujourd'hui, qu'on va faire pendant ces 2 jours. Donc déjà, quelques petites choses super intéressantes chez lui. Encore une fois, chez Joachim Meyer, je ne suis pas sa logique textuelle. Je me détache complètement de son plan. Il a un plan assez bizarre où il donne des catégories qui ont l'air scientifiques a priori. D'abord, je vais parler du corps, puis je vais parler de l'arme, puis je vais parler des frappes, puis je vais parler des défenses, je vais parler... Donc ça a l'air logique comme ça, sauf qu'en vrai, le combat ne se prête pas à ce genre de coupure. Et surtout à la fin, dans sa 3e partie, il fait une glose. C'est-à-dire que comme les auteurs avant lui, il prend la glose dans le même sens. Donc le Zornao, le Kronpao, il la reprend dans le même sens. Donc c'est marrant de voir que d'un côté, il a voulu essayer de se détacher de ce carcan littéraire, formel, et d'un autre côté, il y revient à la fin. Comme si finalement c'était comme un semi-aveu de bon, finalement c'est la bonne vieille méthode, elle marche bien, je vais m'y tenir. Alors, 2 petites choses avant de commencer le cœur de la prise de décision. Il dit des choses intéressantes qui ont confirmé nos hypothèses avec Michel. Sur les coups de maître par exemple, il dit un truc vraiment fort. Il dit parmi toutes les frappes, donc il y a les coups droits, les coups renversés, donc les coups portés avec le long tranchant, les coups portés avec le faux tranchant. Il dit on appelle ça coup de maître, pourquoi? Alors avant ça on appelle ça coup secret, coup de maître, il y a plusieurs appellations pour ces 5 coups. Il dit c'est pas parce que celui qui peut les exécuter correctement doit immédiatement être appelé maître, mais parce qu'elles sont la racine de toutes les techniques qu'un maître doit connaître. Et c'est lui qui peut les réaliser et les employer correctement doit être considéré comme un combattant expérimenté, car toutes les pièces maîtresses y sont cachées. Elles sont ainsi indispensables. Et il les cite. Donc vous voyez, les coups de maître, c'est des coups d'enseignement. C'est pas coup de maître au sens celui qui met la pile à tout le monde en assaut, c'est coup de maître au sens, c'est les coups de base de l'enseignement. Et quand on reprend les choses sous cet angle-là, c'est plus des bottes secrètes, c'est les éléments, c'est les briques, c'est l'ADN de base de l'escrime. Okay, donc déjà, ça permet de changer un petit peu la vision des choses. Donc les Kronpao, ça ne veut rien dire dans l'absolu. D'ailleurs, c'est pas tactiquement défini. C'est des pièces qu'on peut faire, voilà, c'est des positions dans l'espace qui sont repérées et qu'on peut utiliser pour attaquer, pour se défendre, pour contre-attaquer, peu importe. Donc ça remet bien les choses en place. C'est pas le pinacle, c'est la base de cet escrime, les coups de maître. Ensuite, sur les pas, alors ça c'est vraiment intéressant parce que c'est quand même un truc sur lequel ils sont relativement silencieux, les glossateurs en général, sur les pas. Lui, il est un peu plus clair. Il nous dit, alors il nous dit un truc fort qui existe aujourd'hui en escrime moderne, il nous dit, dans l'approche, quand tu vas vers l'autre, tu dois agir comme si tu souhaitais faire un large et grand pas, mais en réalité tu maintiens tes pieds proches l'un de l'autre, et inversement, lorsqu'il pense que tu vas l'approcher doucement, alors tu vas rapidement sur lui avec de grands pas et tu viens contre lui. Il dit, tellement de choses dépendent des pas que tous ceux qui ont appris et pratiqué l'escrime doivent le savoir. Donc ça, là, ce qu'il nous décrit, c'est un classique, lent vite, vite lent. C'est-à-dire que pour surprendre l'autre, je commence doucement et j'accélère soudainement pour attaquer. Et inversement, si je veux défendre, je vais aller très vite pour le stresser, le faire déclencher et le mettre en échec ensuite en repartant en arrière. Donc c'est des choses classiques, ce type de déplacement-là. Sur les pas, il y a un autre truc qui est vraiment important. Il dit, il nous dit, lorsque tu frappes à son ouverture et que tu ne marches pas avec le pied du bon côté où tu as frappé, alors la frappe est inefficace. Donc ça, ils n'aiment pas. Ces frappes-là, ils n'aiment pas beaucoup. Il faut toujours qu'il y ait le pied qui accompagne. Ça, c'est classique. Alors là, c'est autre chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est toutefois, lorsque tu ne frappes pas vraiment, mais que tu te contentes de menacer de le faire, alors tu ne dois pas vraiment marcher, mais seulement agir comme si tu marchais. Cependant, la pratique t'apprendra ça mieux. Donc ça, c'est typiquement le coup plongeant. Le coup plongeant qu'on verra cet après-midi ensemble. Donc c'est pas une frappe classique, c'est une frappe par laquelle je passe par ça pour menacer au début. Puis je mets la vraie frappe. Et vous voyez, ce déplacement-là, il est court. Je fais comme si je marchais, mais j'arrête. Je ne fais pas une fente. J'arrête ici à mi-chemin avant de pousser une vraie attaque. Donc là, on sent que ces fausses marches-là, on va les travailler. Il y a des pièces dans lesquelles il utilise ça. Et enfin, le pas double, ça c'est très intéressant. Donc il dit, en gros le pas double c'est ça, il dit 1, 2, 3, là j'ai fait un pas double. Et il explique que ça sert à quoi le pas double? Ça sert à enchaîner. Soit, en général pour faire des remises. Donc c'est j'attaque, mon pied droit est passé devant. Il y a eu un contact de lame, j'ai échoué, j'ai trouvé du fer. Il y a une parade. Pour remiser, il va faire ça. D'accord? Donc, alors vous allez dire, oui, rien de neuf sous le soleil, mais si en fait, parce que beaucoup d'AMHers attaquent comme ça. Donc ils font 2 déplacements de jambes
dans leur attaque. Mais ça, c'est pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça faux. Je pense qu'il faut prendre une ligne droite et après seulement sortir sur le côté. Donc, ce qui veut dire que pour lui, son attaque initiale, elle est là. Il fait ça. Il a fait son attaque initiale qui a échoué ou touché. Et pour enchaîner, là, la jambe gauche, elle va servir à ce moment-là. C'est-à-dire que la jambe gauche, elle est corrélée à la remise et pas à l'attaque initiale. Donc, quand on attaque, il fait comme tout le monde, il prend la ligne droite. Il est là, il va chercher la ligne droite. Et seulement quand mon pied s'est posé, ma première attaque est terminée, là, pour la remise, je vais utiliser le pied gauche. Est-ce que vous voyez la petite nuance que ça implique? Donc, j'attaque pas comme ça. J'attaque comme ça, et s'il y a besoin, je vais faire des déplacements supplémentaires. L'autre moyen d'attaquer avec les deux pieds, c'est sauter, les bonds. Et ça, c'est référencé dans les sources. Donc les bonds, effectivement, si je fais ça, mes deux pieds vont bouger en même temps. Mais c'est la seule solution pour le faire, c'est de faire un bond. Sinon, là, l'espèce de balayage comme ça ne fonctionne pas pour avec. Bon, alors ça, c'était un préambule. Maintenant, on en vient au cœur de son travail, donc l'avant, l'après, le même temps. Donc il nous dit, ce qu'on appelle l'avant, c'est lorsque tu attaques ton adversaire avec tes frappes le premier dans l'assaut, et que tu enchaînes de sorte qu'il ne puisse en venir à aucune de ses entreprises ou pièces, mais qu'il soit réduit à pareil pour se défendre de toi. Donc j'ai l'initiative, j'attaque le premier, il se défend, je suis dans l'avant. Le simultané, c'est quand toi et ton adversaire exécutez vos frappes au même moment, ce qu'on désigne également par le mot même temps, indes, j'y reviendrai. L'après, c'est quand ton adversaire se rue sur toi, comme cela a été décrit préalablement, de sorte que tu ne puisses faire ce que tu espérais. Il y a donc un échange permanent et une transformation entre l'avant et l'après. Tantôt c'est ton adversaire qui l'a, puis c'est à nouveau toi. Donc à toi, à moi, le changement de rôle dans le combat. Alors, mais celui qui est dans l'après, c'est-à-dire celui qui est tellement pressé qu'il doit toujours parer, doit bien être attentif au même temps et ne pas l'oublier, car c'est à déclic qu'il doit revenir dans l'avant s'il veut s'en sortir sans dommage. Donc ça c'est classique, vous l'avez tous fait en assaut, si vous commencez à faire que de la parade, au bout d'un moment ça va passer. Donc le même temps, c'est être capable à un moment, quand je fais une parade dans le même temps, de mettre la riposte, donc de me projeter dans la suite, ne pas être dans une logique purement défensive, mais d'être capable à un moment dans le même temps de me projeter dans une logique offensive. Donc j'ai paré, je mets une riposte. D'accord? Donc ça, il faut trouver ces fenêtres-là. Donc là aussi, c'est la prise de décision, ça. C'est qu'à un moment, la tendance naturelle de l'humain, quand on attaque, c'est de se défendre. Et prendre son courage à deux mains et prendre la décision de basculer dans le rôle de l'avant, c'est une vraie prise de décision. Ça tombe pas tout cuit, ça tombe pas du ciel. Ça, on va le travailler aussi. Alors, sur le même temps, il nous dit que c'est un mot allemand qui comporte une sérieuse exhortation, un jugement prompt, de sorte que l'on doit toujours avoir l'esprit vif. Bon, il nous dit, si tu frappes d'abord vers la gauche, donc vers sa gauche, puis que tu t'aperçois simultanément une ouverture sur la droite, alors, tandis que tu te précipites sur l'ouverture que tu as vue, fais attention à la technique, fais attention à sa parade et va chercher de l'autre côté. Une fin, typiquement, c'est si je frappe et je vois qu'il va fermer, je n'ai pas à finir mon attaque, je vais changer. Donc, je vais être capable à un moment de changer. Ça, c'est de la propos en escrime moderne. C'est la capacité à voir quelque chose et immédiatement s'adapter à la situation en cours pour aller trouver une ouverture. Sur l'ouverture, sur l'observation, il nous dit des choses intéressantes. Tu dois être bien instruit à propos des 4 ouvertures. Donc, en rappelant que le corps est divisé en 4 dans l'escrime allemande. Si tu souhaites combattre sûrement, quelles que soient les frappes et les pièces que tu exécutes, aussi bonnes soient-elles, si tu ne sais pas comment rompre chaque quartier et transformer la pièce initiale en une autre, plus appropriée à l'attaque, alors il peut advenir que tu planifies une pièce pour une ouverture particulière et qu'il se conduise finalement contre toi de telle sorte qu'une autre ouverture s'avère plus accessible. Cette occasion va t'échapper si tu exécutes la pièce prévue sans saisir les occasions qui se présentent. Donc là, on est encore sur de l'observation et de la propos. Je vais pour faire quelque chose, je vois un instant fugace où je vois quelque chose qui se produit et je suis capable d'agir dans le même temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit qu'il planifie d'abord quelque chose, mais... Il y a un projet initial qui peut être contrarié. Alors, ensuite, il parle d'un autre truc qui est très intéressant. Enfin, pour moi, là, c'est Joachim Meyer, là, c'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, le terme est nouveau. Il appelle ça pratique, c'est un mot transparent, c'est le même terme en allemand. Et il dit, alors ça n'existe pas avant. C'est lui qui a introduit ce mot-là, ce concept. Il dit, donc il parle des 2 éléments principaux de l'escrime, desquels tous les autres éléments dérivent et dont ils constituent la fondation. Donc il s'ensuit, donc ça, je vais revenir sur les 2, il s'ensuit un 3e contingent d'éléments désigné sur le terme de pratique. Donc la pratique, c'est lorsque tu peux bien envoyer tes frappes depuis les gardes à toutes les ouvertures de l'adversaire. C'est la première pièce appliquée à l'escrime dans l'avant. J'attaque aux ouvertures. Cependant, ton adversaire peut également être prêt à parer tes frappes promptement avec les autres pièces dans l'après, en les assujettissant ou en les stoppant. De cette façon, tu ne peux atteindre ta cible avec tes frappes. C'est là qu'intervient le 3e élément qu'on appelle la pratique. C'est l'art qui t'enseigne comment, à partir du moment où tu réalises que tes frappes sont vaines ou inutiles, rétracter rapidement cette frappe en arrière avant qu'elle ne touche, ou la laisser passer sans toucher et l'envoyer à une autre ouverture. S'il devait également la parer, alors rétracte au loin à nouveau et laisse également voltiger d'une ouverture à l'autre jusqu'à ce que tu puisses trouver et attaquer celle qui mènera à la touche. À travers cette pratique, tu apprends, suivant les occasions qui se présentent, comment laisser les gardes et les frappes
de la première pièce majeure, transformer, laisser courir, changer à travers, voltiger, feinter, de sorte que toutes ces frappes, soient arrachées à celui qui part et rabat. De la même manière, dans notre pièce principale des parades, la pratique t'enseigne dans les parades à rétracter, à le poursuivre, à entailler, à presser, etc. Donc en gros, ce qu'il raconte là, c'est qu'il y a deux éléments fondamentaux dans l'escrime allemande, c'est les frappes. Sauf que les frappes, elles peuvent être tactiquement orientées. Donc les frappes pour toucher, donc les frappes pour attaquer, et les frappes pour me défendre. Donc les compao sur sa lame, ce genre de choses où je frappe son épée. Donc on a les attaques et les parades. Et le truc qui est délicat, c'est de savoir quand est-ce que je dois me rester dans une logique d'attaque. 1, 2, 3, 4, et quand est-ce que j'ai intérêt à venir parer. Donc, mince, il me fait une riposte, je fais une contre-riposte. Donc vous voyez ce choix tactique là. Est-ce que je suis dans l'avant? Est-ce que j'essaie de maintenir l'avant avec des remises? Ou est-ce qu'à un moment je dis non, je ne veux pas, je vais m'arrêter là parce qu'il va riposter, je vais chercher une parade pour contre-riposter? Est-ce que c'est clair ce que je raconte pour tout le monde ou pas là? C'est-à-dire qu'à un moment quand je fais un combat, c'est bien beau d'avoir l'initiative de la première frappe, mais après il va falloir choisir si on maintient l'avant, si ça vaut le coup de le maintenir, ou si c'est trop dangereux, il faut passer un moment dans l'après. Je vais vous donner un exemple. Charlie, tu peux venir s'il te plaît? Si j'attaque Charlie une fois, tu fais une parade avec rien derrière. Je vois qu'il est un peu fermé là. J'ai fait une remise. Ça vaut la peine de faire la remise. Ça vaut la peine de faire 2 frappes offensives consécutives parce que je sens qu'il n'est pas prêt à reprendre l'avant. Si par contre, sitôt qu'il y a eu contact, il m'envoie une riposte, là je vais rebasculer sur une frappe qui sera une parade et je vais repasser à nouveau dans l'offensive. Donc vous voyez, c'est ça en fait ce choix. Le choix fondamental, c'est est-ce que je maintiens mon rôle dans l'avant ou est-ce que je bascule dans l'après? Et ça, il a pas ça à la pratique. Alors, la pratique, on est bien avancé avec ça, mais c'est quoi? C'est juste qu'à un moment, c'est sur le tas qu'on apprend ça. Et aujourd'hui, en escrime, tu vas voir, est-ce que je dois remiser, est-ce que je dois venir contre-riposter? Ça se sent, ça se travaille, ça s'appréhende, ça se pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que ce qui est très intéressant chez Joachim Meyer, pour enchaîner les frappes, je peux soit feinter, soit remiser. Est-ce que vous voyez la nuance? Charlie, tu vas revenir s'il te plaît. Si je feinte, Charlie, ça va faire ça. Je vais attaquer là, il va chercher une parade, et avant contact, je vais de l'autre côté. Là, j'ai feinté. Mais il se peut qu'il y ait contact du fer. Et là, je vais remiser. Est-ce que vous pensez qu'il y en a une qui est plus faible ou plus forte que l'autre a priori dans mes deux actions là? Ou pour vous, c'est pareil? Alors, ce qui est marrant, c'est que... Vous disiez la remise est plus faible parce que tu engages déjà un contact avec la lame de l'ennemi. Qu'est-ce que ça risque d'impliquer son contact? Impliquer son contact, c'est lui donner une information et puis pouvoir lui inculquer une mécanique. Il va me coller une riposte. C'est ça mon risque. Dès que j'ai du fer, j'ai un risque de riposte. Et ce qui est marrant, c'est que alors nous, on travaille avec une règle de priorité. Alors, ceux qui connaissent notre façon de bosser, on part du principe qu'il y a toujours le point, l'initiative. En cas de touche double, l'initiative va à l'attaquant. Le truc, c'est qu'effectivement, si j'attaque et que je suis paré, en principe, je perds mon statut d'attaquant. Et je ne remise que finalement si mon défenseur n'est pas capable de riposter. Et Joachim Meyer, il sent ça. Il sent ça parce qu'il dit l'idéal, c'est avant contact de dégager. Donc il sent bien que la feinte est supérieure à la remise. Donc il frappe et il dit l'idéal, avant contact, tu rétractes pour aller frapper de l'autre côté. T'as touché, c'est gagné. Donc même si après Charlie se réveille et il vient me toucher le ventre, il n'en parle pas de ça. Donc il s'en fout. Deuxième cas de figure, je suis paré. Merde, il faut que je remise. Et là, dans tous les cas où il y a une remise, il donne des conseils du genre frappe de l'autre côté en protégeant ta tête sous ton épée. Viens dessous en te baissant sous ton épée. Donc il sent bien que dès qu'il y a en gros, pour moi, ce que je comprends, c'est que dès qu'il y a un contact, il sent qu'il va se manger la riposte potentiellement. Et donc, ces remises, elles sont toujours à couvert. Il ne fait jamais des remises comme ça, négligées avec les ouvertures. À chaque fois, ces remises, elles sont totalement protégées, totalement fermées, parce qu'il veut verrouiller la possibilité de riposter de l'adversaire. Donc c'est intéressant de voir que l'auteur, là, nous incite fortement à garder l'avant, que ce soit par une feinte ou par une remise, sauf qu'il sent bien que la remise, elle est plus faible, tactiquement, et donc il la blinde avec une couverture de corps, qui ferme la ligne de la riposte adverse. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est un auteur qui nous incite à remiser. Pour lui, il n'y a pas de problème. Donc faire des remises, c'est une bonne chose. Simplement, il faut les faire à bon escient et en fermant la ligne de la riposte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un truc qu'on va essayer de faire aussi. Parce qu'effectivement, le défaut de la règle de priorité, c'est qu'elle peut tuer la remise. C'est-à-dire que si je pars du principe que dès qu'il y a une parade, il y a une riposte, je vais chercher la contre-riposte. Je ne vais pas chercher forcément à mettre des remises. Joachim Meyer utilise beaucoup la remise. Donc on va essayer de retravailler nous aussi la remise pour faire comme lui, être capable d'enchaîner, mais pas de façon aveugle, et imbécile. Il s'agit quand même de se couvrir d'une éventuelle riposte. Ça va être un des enjeux de ce week-end. Ensuite, alors désolé, c'est un peu long cette partie introductive, mais je veux vraiment qu'on parte de la même compréhension. À propos des gardes, il dit des choses vraiment révélatrices. Il dit, à propos des gardes, tu ne devrais camper aucune d'elles longtemps, car elles n'ont pas été inventées ou conçues pour ça. Bon. Ainsi, quand tu tires ton épée pour effectuer un coup de haut, le point culminant jusqu'où tu montes est appelé le jour. C'est la garde avec les deux mains au-dessus de la tête et la pointe vers le ciel. Si, tandis que tu montes pour frapper, ton adversaire ne te frappe pas le premier,
alors envoie un coup de haut. Je monte pour frapper, il ne se passe rien, j'attaque, je ne me pose pas la question. Cependant, et c'est la raison pour laquelle même les combattants expérimentés s'adaptent dans une garde, tu ne dois pas seulement éviter d'entreprendre inconsidérément des frappes ou des coupes, tu dois également, au moment où tu es monté, tu t'es regroupé pour cette frappe, à ce moment précis où tu devrais lancer le coup, tu dois juste un peu patienter au point culminant, environ le temps d'un clignement d'œil, d'un battement de cils, pour apprécier s'il vaut mieux compléter le coup que tu projettes d'exécuter, donc attaquer, ou si, dans l'intervalle, une meilleure occasion s'est présentée t'imposant au point culminant de changer ta frappe pour une autre et transformer le coup de haut pour lequel tu étais monté par un transversal par exemple. C'est la cause principale de l'invention des gardes. Et celui qui attend dans une garde doit parfois percevoir quelle est l'intention de l'autre, de façon à mieux savoir comment le piger dans ses propres pièces. Cela ne peut se produire à moins d'avoir observé et de s'être assuré de son intention, car l'observation exige de l'art et une grande expérience, etc. Donc là, ça c'est un élément, pour ceux qui font l'escrime moderne, c'est très parlant, que effectivement, il faut avoir un projet. Je projette d'attaquer. Ok, s'il ne se passe rien, il faut que j'attaque. Mais simplement, il faut aussi ménager ça avec une part d'observation. Il y a une part de projet, de programmation, et il y a une part d'observation. Et en fait, le but, à un moment, ça va être de se mettre dans un rôle. Il faut comprendre ça, c'est-à-dire qu'il faut que je me mette dans le rôle d'attaquant. Ce qui ne veut pas forcément dire que j'ai attaqué physiquement, mais il faut que, quand je rentre, mon adversaire ne va pas m'attaquer, je sens qu'il ne va pas m'attaquer, je sens qu'il est en défensive, il veut faire une parade, ça se sent, le gars qui, sinon il m'aurait attaqué déjà. Donc là, même si je n'attaque pas physiquement, même si mes bras ça ne bouge pas, je sais que j'ai chopé le rôle d'attaquant, c'est bon. Et donc là, je vais pouvoir optimiser ça. Donc en fait, ce dont on parle ici, c'est la différence entre l'escrime physique, il a allongé les bras, il a attaqué, et l'escrime mental. Quel rôle, qui a pris quel rôle? Et ça, à un moment, il faut un peu d'observation pour le sentir. Il faut donner des éléments, observer ce qui se passe et choisir le rôle. Ok, je défends, ok, j'attaque. Et donc là, on est sur du pur état d'esprit, sur de la pure stratégie mentale, on n'est pas sur du physique. Alors après, il nous dit des choses sur la garde du fou. Donc la garde du fou, c'est pointe vers la terre comme ça. Il dit le fou, d'après moi, il trouve son origine dans le mot Albert, qui signifie simple d'esprit. Car depuis cette garde, aucun coup correct ne peut être réalisé, à moins d'envoyer un coup après avoir d'abord paré celui de l'adversaire. C'est qui ne peut être que le fait d'un fou ou d'un naïf, qui permet à l'adversaire un coup sans pouvoir le parer ou contre-attaquer correctement. En gros, ce qu'il nous dit sur la garde du fou, c'est que pourquoi c'est nul, enfin pourquoi c'est dangereux, c'est parce que c'est une garde dans laquelle vous prenez automatiquement le rôle de défenseur. Donc une garde dans laquelle vous êtes ici, on sait bien, de toute façon moi je sais, quand on joue avec une règle de priorité que quelqu'un est en garde du fou, vous attaquez directement la tête, il ne peut que parer. Donc il sait qu'il a d'entrée de jeu pris le rôle de défenseur. Et donc il trouve que c'est fait d'un fou. Le principe c'est que vous avez deux billes possibles, attaquant-défenseur. Si dès l'entrée de jeu, vous commencez à prendre le rôle de défenseur, c'est quasiment fini, quoi. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la garde du fou. Donc ça c'est intéressant de comprendre cette logique-là. Alors après ça peut être une double intention pour le défenseur, mais a priori la garde du fou c'est une garde de défenseur. Donc il faut être fou pour commencer par prendre le rôle de défenseur. Enfin pour l'annoncer à l'autre en tout cas. Alors ensuite il nous dit des trucs. Un bon combattant ne doit pas attendre longtemps dans sa posture, mais dès qu'il peut atteindre son adversaire, il doit l'attaquer et mener la pièce qu'il a prévue. Car une longue attente implique de nombreuses parades, d'où les coups sont difficiles à placer. Et là, phrase clé, il se conduira contre son adversaire comme si celui-ci ne pouvait le frapper sans dommage. Il se conduira contre son adversaire comme si celui-ci ne pouvait le frapper sans dommage. C'est la même phrase que dans Dobringer quand il dit « frappe comme si ton adversaire n'avait pas d'épée ou comme si tu ne la voyais pas ». C'est-à-dire que si vous mettez dans une logique de « mon Dieu, il y a une épée, il va me faire mal », vous ne pouvez pas attaquer. Donc à un moment, il faut faire comme si il ne pouvait pas me frapper sans dommage. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je dois frapper comme si, et c'est la réalité, il ne pourra pas me frapper sans dommage. Oui, il peut me faire une contre-attaque, mais ce ne sera pas sans dommage. Donc il n'a pas fait sa contre-attaque. Donc il faut que j'ai confiance dans mon attaque. Donc là, c'est vraiment un appel à... il y a cette phrase dans les glossateurs, si tu as peur, n'apprends pas l'escrime, tu n'en tireras rien de bon. Bah, c'est ça. C'est pas une question d'être courageux dans la vie en général, c'est juste que là, en escrime, si vous n'avez pas le courage d'attaquer à un moment, de vous commettre dans l'attaque, c'est mort, c'est impossible de gagner. Donc il faut à un moment faire comme si abstraction de son épée, abstraction de la peur, et se dire, bon, j'attaque, j'ai la priorité, j'y vais. Et franchement, ce genre de phrase, pour moi, c'est quand même assez révélateur. Parce qu'en self-défense, on ne dirait pas ça. En survie de rapière, avec une pointe devant, on ne dirait pas fait comme s'il n'y avait pas de pointe et vas-y. Donc à un moment, là, on est vraiment dans une logique de, effectivement, t'es attaquant, il n'a rien fait, vas-y à fond, et fais comme s'il ne pouvait pas te frapper sans dommage. Fais comme s'il ne voyait pas son épée. Enfin, un dernier petit passage très intéressant qui nous a bien éclairé avec Michel aussi, c'est sur les parades. Parce que pendant longtemps, chez les gens qui font du lichtenauerien, ils pensaient que l'escrime lichtenauerienne, c'était juste des frappes. En fait, un berserk, il se met des lunettes noires opaques sur les yeux, puis il va comme ça en frappant gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. C'est vrai qu'il y a des phrases qui prêtent à confusion. Quand il dit frappe comme s'il n'y avait pas d'épée. Pour certains, c'est ah bon, on s'en fout, on y va à fond, on enchaîne jusqu'à ce que ça touche. Il y a aussi frappe que tu touches ou que tu manques enchaîne. Donc pour certains, c'est je ferme les yeux, puis jusqu'à ce qu'il y ait une touche. On se doute bien que cette vision-là, c'est un peu court, quoi. Ça ne peut pas être ça l'escrime, donc c'est plus subtil que ça.
Et lui dit un truc, donc il reprend cette partie de glose sur les parades, les Fersensen, et il dit, dans ces lignes, donc là il glose, Lichtenauer n'interdit pas totalement les parades. C'est-à-dire que tu dois seulement apprendre comment frapper et tu seras blessé si tu te reposes uniquement sur les parades. Donc si je fais que parer, oui je serai blessé. La parade sans riposte, c'est nul. Car tu seras contraint de beaucoup trop parer. Il n'est donc pas utile d'être trop agressif avec les frappes ou de couper dedans simultanément contre les coups imprudemment, comme si tu avais les yeux fermés, car cela ne ressemble pas à de l'escrime, mais à une bagarre de paysans stupides. Donc le mec qui vient, qui frappe, qui fait des remises de principe en fermant les yeux, en s'en fichant, ça marche pas. Il faut observer ce que fait l'autre, il faut être en observation avec l'autre. Donc pas en mode berserk. Après il dit, pour être utile, je vais classer les frappes et les parades qui sont exécutées avec un coup, et uniquement t'apprendre comment exécuter ces frappes pour parer, ce qui peut se faire de deux manières. Donc il y a deux types de parades. La première, la plus évidente que nous, à MHE Paris, on apprend en premier, c'est lorsque tu écartes le premier coup adverse, ou que tu l'éloignes avec une frappe, et que tu te précipites avec lui avec une nouvelle frappe en ayant pris sa défense. C'est-à-dire que c'est bien le cas de la parade au-dessus d'une riposte. Ma frappe me sert, mon Krumpao me sert à frapper l'épée adverse, donc à parer le coup, puis je remets une. 1, 2, parade riposte. Première façon de se défendre. Deuxième, la seconde façon de parer, c'est lorsque tu pars l'adversaire et que tu le blesses simultanément en un seul coup. Ce que les maîtres de jadis louaient tout particulièrement. Effectivement, donc ça c'est l'archétype, c'est le Zwerch. Donc mon adversaire me frappe à la tête. Dans le même temps, je vais fermer la ligne, réceptionner son coup dans mes quillons et toucher sa tête, son oreille. Donc dans un seul temps, j'aurais tout fait. En escrime moderne, ça, en arbitrage, soit il disparaît de riposte s'il y a un décalage temporel, mais si c'est vraiment concomitant, on parlera plus volontiers d'une contre-attaque d'opposition. C'est-à-dire que dans son attaque, j'attaque, après lui que je contre-attaque donc, sauf que j'oppose, c'est-à-dire que je ferme la ligne où vous devez finir l'attaque. Donc j'arrive à toucher tout en fermant. Le cas typique, c'est un Zornao en contre-attaque. Donc, le gars m'attaque avec un Oberau tête, je sors, boum, je touche tête et son fer tombe dans le mien. Donc j'arrive à concomitamment écarter le fer, toucher tête. Donc il dit ça c'est le mieux. Pourquoi c'est le mieux? Parce qu'en un temps j'arrive à tout faire. Sauf que bon, après en escrime, c'est autre chose de le faire après dans le feu de l'action. Mais il dit bien là, il réhabilite la parade riposte. Et ça c'est un bon truc parce que dans les années majeurs, on avait beaucoup de discussions où on disait la parade riposte c'est nul, il faut pas faire. Attendez, la parade riposte c'est essentiel quoi. Oui, il y a même une croyance où il fallait tout faire en un. Il fallait parer, montrer la pointe, faire une estoc en même temps et un coup de taille. Donc, voilà. C'est possible de faire ça. Il y a quelques fois on peut faire des contre-attaques de ce goût-là, mais honnêtement dans les assauts que je vois en général c'est rare. Donc il ne faut pas se fonder là-dessus. Bon, il faut savoir le faire, mais ça ne peut pas faire que ça. Il n'y a pas de magie à un moment, il faut faire d'autres choses. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il ne parle pas du tout de la pointe. Alors, et c'est ce qui et je trouve ça bien parce que la confusion vient de là. La description de la pointe, donne un coup de taille avec ta pointe, etc. Et tout le monde essayait de donner des coups de taille en mettant la pointe et en faisant la parade. Alors que la pointe, c'était vraiment la description d'une trajectoire dans l'espace. C'est pas la pointe qui donne forcément une estoc. Ouais, c'est pas forcément l'estoc. Ouais, c'est pas l'estoc. Et il y a eu cette confusion et à un moment on voyait des espèces de zornes où les mecs essayaient à la fois de parer, de mettre la pointe, de donner un coup de taille. Et je trouve que ce meilleur arrive après et justement il refait la différence, il dit attention, non, il y a des parades, on n'a pas forcément la pointe menaçante et on a des ripostes. Quoi. Moi c'est éclairant pour moi en tous les cas. Alors il y a maintenant le programme du week-end, donc le premier bloc, là donc, il est un peu entamé du coup par ce long discours, ça va être un bloc où on va se caler, parce qu'on va travailler les bases, on va poser le drill de base, le fonctionnement de base qui va nous permettre de travailler tous les trucs d'après. Mais ça c'est pas clair, j'arriverai pas à vous faire bosser d'autres choses. Donc ça va être ce qu'on va faire ce matin. On va se caler sur des types d'exercices qui seront repris tout au long du stage ensuite. Premier point. Deuxième point, donc là je rentre dans le cœur du sujet avec Joachim Meyer, ça va être le travail de l'approche. Et chez Joachim Meyer, il dit un truc super, mais pareil pour le comprendre, il m'a fallu tailler dans son texte dans tous les sens. Joachim Meyer, il nous dit un truc que j'avais jamais lu nulle part avant, il dit le bœuf c'est une super garde pour attaquer. Et ça, le truc, j'avais jamais lu ça avant, puis même en assaut, j'ai jamais lu ça. En assaut, quand quelqu'un prend un bœuf, il est comme ça, puis au bout d'un moment, il dit merde, j'ai envie d'attaquer. Il se remet en garde du coq, il va attaquer. C'est rare. Et en général, les mecs qui se mettent en bœuf sont en mode, ils reculent, ils mettent du fer devant eux. Donc c'est drôle, lui il dit bah non, le bœuf c'est super pour attaquer. Et on va voir comment. Effectivement, il a raison, c'est une bonne façon d'entrer sur l'adversaire. On va travailler ça dans l'approche cet après-midi. Demain matin, on va travailler les remises et les feintes. Donc le cœur de ce qu'il appelle la pratique. Donc choisir comment est-ce que je dois parer, dans quel cas est-ce que je dois parer, dans quel cas est-ce que je dois remiser, dans quel cas est-ce que je dois feinter. Donc on va essayer de comprendre ça et travailler ce qu'il appelle la pratique. Donc ressentir les moments où je dois maintenir l'avant, 1, 2, 3, 4, où est-ce que je dois rompre l'avant, 1 pour revenir dans l'après, parade et pour reprendre l'avant. Donc ces choix-là, on va essayer de comprendre quels sont les éléments, quels sont
les points d'intention qui vont permettre de prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Et enfin, on fera le trait de la couronne. Alors la couronne, c'est le cas des boucs là, qui se prennent les bois. Donc on a les épées qui vont monter, qui vont se bloquer l'une au-dessus de l'autre. Alors pour faire un avant-propos là-dessus, il nous dit une phrase assez éclairante. C'est un cas typique en assaut, il faut savoir le gérer. Il y a beaucoup de gens qui rushent, donc il faut travailler ça. Alors la couronne, il nous dit, en introduction, il nous dit, alors la couronne, ne te repose pas trop sur la couronne, d'elle, tu n'obtiendras que mépris et honte. Retiens que lorsque tu pars avec tes pions à l'horizontale au-dessus de la tête, ça s'appelle la couronne. Donc déjà le postulat de départ, c'est que c'est pas bon. Quand on se retrouve là, enchevêtré avec les épaules au-dessus de la tête, c'est pas un bon truc. Donc il nous dit bien, d'elle, tu n'obtiendras que mépris et honte. Donc a priori, c'est pas ce qu'il faut privilégier, c'est pas une tactique a priori. Sauf que les vicissitudes du combat font qu'on y arrive. Et là, il nous donne des pièces pour y arriver. Comment rentrer, s'en sortir, lutter, trouver des entailles sous ses bras, etc. Voilà, c'est à peu près le programme qu'on va essayer de faire ensemble. J'espère qu'on va y arriver. Un truc important, on n'est pas tous habitués à travailler ensemble. Donc une des clés pour que ça marche, en fait, vous n'aurez pas la maîtrise du geste ou de la tactique à la fin du week-end, c'est impossible. C'est des choses qu'il faut travailler sur 6 mois, c'est des programmes longs. Ceux qui travaillent avec moi, elles le voient, on travaille toujours la même chose de mois en mois parce que c'est un long temps d'apprentissage. Donc ce ne sera pas maîtrisé, c'est sûr, à la fin du week-end, je peux vous le garantir. En revanche, ce qui est important, qu'elle soit bien faite. Parce que si vous ne respectez pas bien les rôles qui vous sont donnés et les moments d'action, on travaille à côté de la plaque. Moi, je veux vraiment qu'on essaie de travailler le plus efficacement possible. Donc pour ça, il faut vraiment que vous soyez rigoureux sur les rôles qui vous sont attribués. Si on fait ça bien, si vous avez un bon sentiment, une bonne pratique aujourd'hui, vous pouvez repartir avec vous, avec les exercices sous le bras et surtout la sensation qui va avec. Comment est-ce que je dois réussir l'exercice? Et ça, après, vous pouvez le retravailler chez vous et là où la maîtrise viendra. Donc, ce qui est surtout important ce week-end, c'est de ressentir. Okay, au moins réussir quelques fois bien l'exercice. Sentir le moment où j'ai réussi une remise. Sentir le moment où j'ai réussi à faire tomber dans le vide. Si ça c'est bien ressenti, après, vous pouvez retravailler ça chez vous tranquillement. Donc, ne rushez pas. En gros, ce que je veux vous dire, c'est soyez pas dans une logique de touche pour toucher. Il faut essayer d'appliquer l'exercice, d'être de bons élèves. Tout simplement. Ok? Donc là, c'est typiquement. Alors, ce qu'on va faire cet après-midi, j'ai décidé de travailler sur la distance la plus longue. Donc, comment on approche? C'est ce qu'on a fait ce matin. Ce matin, on a vraiment travaillé sur la distance lointaine. On a fait une marche, un stop, une marche et une marche fente. On est vraiment sur la distance lointaine. Donc là, je vais repartir sur cette distance-là, sauf qu'on va implémenter des choses propres à Joachim Meyer. Donc là, on va travailler aujourd'hui cet après-midi sur le bœuf. Donc le bœuf, pour tout le monde, c'est clair ce que c'est comme garde ou pas? Voilà, j'ai les deux mains près du visage et la pointe qui tend vers l'adversaire. Et alors Joachim Meyer nous dit que le bœuf, c'est une garde utile pour approcher de l'autre. Alors ça, c'est un peu novateur parce que c'est une garde en général relativement inutile, le bœuf, j'en parlais ce matin. Dans les assauts, quand on voit les gens qui se mettent en bœuf, ils tapent la pause, ils récupèrent un peu, ils soufflent, puis dès qu'ils ont récupéré, hop, ils repassent en garde du toit et ils attaquent. Donc c'est pas vraiment une garde a priori qu'on associe à l'attaque. En général, elle est plutôt défensive, ça correspond aux accrochages, au hang-gun. Donc c'est les positions dans lesquelles on va parer et on va essayer de mettre la pointe. Donc on est souvent charrié en bœuf quand on se défend, mais pas tellement quand on attaque. Il nous dit, alors je vous lis le passage, puisque le bœuf est une posture particulièrement bonne pour entrer contre ton adversaire, je vais donner une courte leçon, une règle sur la façon dont tu dois venir rapidement contre ton adversaire dans l'avant pour l'obliger à te parer. Il ne faut pas être plus clair. Là, le bœuf, il va servir à aller dans l'avant pour obliger l'autre à parer. Alors, l'un des passages les plus clairs, c'est ce qu'on appelle le coup plongeant. Alors ça, j'avais consacré un bon temps du stage Joachim Meyer l'an dernier là-dessus. Le coup plongeant, c'est... là, il faudrait une épée ou un stylo. Une épée, ça va être bien. L'idée, c'est que, au lieu de me lancer comme ça vers mon adversaire, avancer les mains et faire un coup au-dessus de la tête, le coup plongeant, ça va consister à faire ça. Ici, basculer en garde du bœuf, et seulement ensuite mettre une frappe. Donc il y a une transition par le bœuf. De la garde du toit, je transite dans le bœuf, et soit je réarme ici un coup de haut, soit je fais un coup transversal ici, soit éventuellement je frappe et je fais un Abelhofen, je laisse courir pour finalement frapper de l'autre côté. Donc c'est une sorte de transition, le plongeant. Alors il nous dit, alors je vais donner un exemple de pièce. Donc deux feintes ou double feinte. Item, dans l'approche, avant que tu sois vraiment entré dans sa distance. Frappe à travers de ton côté droit, de sorte que ton arme soit projetée par-dessus dans le plongeon. Donc c'est vraiment ça, on est hors distance et je fais un plongeon hors distance. Ensuite, tu marches en avant vers lui avec le pied droit et tu laisses ton épée aller autour de ta tête et monter en l'air dans un coup de haut depuis le jour. C'est vraiment ça, je suis ici, j'ai fait passer le pied droit, j'arme autour de la tête et je monte en garde du toit pour un coup de haut depuis le jour. Typiquement ce que je vous ai montré. Cependant, croise tes mains et menace de le frapper avec le court tranchant.
S'il suit pour parer, alors tourne tes mains en arrière autour et tourne ton court tranchant en un transversal. Alors, je continue. Ne laisse pas le transversal entrer en contact, mais plutôt courir sans toucher. Ensuite, frappe son côté droit. C'est la double feinte. Ces deux feintes sont toutes deux exécutées en un seul mouvement en l'air pendant que tu tournes autour de son épée. Je passe la suite. Ensuite, autre cas qu'on trouve, il y a un cas qui s'appelle le coup glissé. Alors ça, on l'avait vu ensemble aussi l'an dernier. C'est le cas où je suis en garde furieuse ici. Et quand je suis attaqué, je vais juste faire ça. Hop. Je vais sortir ici avec le plat, le pouce opposé. D'accord? Donc ça, c'est la pointe suspendue, mais c'est pour une position de bœuf. Donc je suis attaqué. Au lieu de faire une sortie ici en coup furieux, je vais glisser par-dessus ma tête. Hop. Et je vais chercher une parade par-dessous. Donc ça nous dit, si tu te tiens dans la garde furieuse à droite et que ton adversaire te frappe depuis sa droite contre ta gauche, alors glisse par-dessus ta tête, sous son épée, avec un pas en avant du pied droit, et réceptionne son coup sur ton plat, de sorte que ton pouce soit en dessous et que ta lame pende vers le bas sur ton côté gauche, un peu vers le sol. Et quand ça s'entrechoque, alors marche avec ton pied gauche vers son côté droit et tourne le court tranchant sous son épée à l'intérieur à sa tête. Contact, bim, gros doublement à son oreille gauche. Après, ensuite, je la passe. Autre cas, sur le transversal. Le transversal, c'est aussi une position de bœuf à un moment que vous allez prendre. Il nous dit, dès qu'un adversaire frappe par-dessus, tu dois parer avec le transversal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on savait. On disait dans les glossateurs antérieurs, on sait que le coup transversal ramasse tout ce qui vient d'en haut. Il dit, lorsque les épées s'entrechoquent et entrent en contact, alors renverse, croise tes mains et monte à l'ouverture. Je vais passer tout ça. Donc, à ce propos, Lichtenauer dit vrai dans ce vers énigmatique, le transversal attrape tout ce qui vient de dessus. Fais le transversal avec le fort dans tous les ouvrages. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le coup glissé, c'est exactement aussi un transversal. En gros, pendant longtemps, le transversal, on le faisait comme ça. Je suis attaqué à mon côté gauche, je fais un transversal ici. Et c'est vrai qu'il y avait un risque pour les mimines, parce que vous montez directement vos mains vers la cible ouverte. Et moi, l'hypothèse que je formule avec Joachim Meyer, c'est que Joachim Meyer, il les attrape pas par là, les coups qui arrivent, il les attrape par là. Il attrape par-dessous. Ce qui est logique parce que ici, je viens, je m'avance, je présente mon plat. Si ça me tombe sur la tête, boum, réception, boum, riposte. Si je suis ici, que je suis attaqué en haut, boum, réception, boum, riposte. S'il ne se passe rien, j'ai occupé le terrain, il n'a rien fait, ok, je lance l'attaque, c'est parti, paf. Donc vous voyez, j'ai utilisé le buff soit pour rentrer, soit pour provoquer, il déclenche, j'ai plus qu'à réceptionner la parade, il lui colle la riposte. Et dans tous les cas, j'ai utilisé la position du buff à un moment en transition. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'on va faire le test aujourd'hui. Le transversal, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé avant, mais dans les textes, dans les textes antérieurs, c'est pas si clair. On dit juste que le coup transversal attrape tout ce qu'il y a en haut. Effectivement, il y a des pièces décrites où il fait bien ça contre le coup qui arrive à gauche, il fait bien un sverge ici. Ça, oui. Mais l'hypothèse aussi inverse est aussi jouable. C'est-à-dire, je suis attaqué, boum, j'ai réceptionné comme ça le coup. Et là, j'expose pas du tout mes mains là. C'est-à-dire que là, par rapport à son coup qui arrive ici, je présente que mon fer et mes quillons. Mes mains ne sont pas du tout du côté exposé. Ce qui me permet de faire parade, riposte. Ou alors parade, doublement pour faire la riposte. Donc vous voyez cette utilisation du transversal qui n'est pas intuitive, chez lui c'est ce qu'il adore sortir. D'où son coup glissé ici. Quand il est attaqué, il va faire le coup glissé qui n'est jamais qu'un transversal, ici. Ok? Plutôt que ce truc-là. Et tous ceux qui font du transversal, on essaiera de faire un assaut ensuite en fin de séance. Vous verrez que pour les mains, c'est vachement moins flippant d'avancer les mains comme ça que de les avancer ici. Là, il y a toujours un petit doute sur le moment où ça va impacter les doigts. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, concrètement, c'est utiliser cette garde-là pour l'attaquer, pour rompre la distance, pour s'avancer vers lui. Et si à la volée il nous attaque, ok, ça va se transformer, ça va devenir une parade. Notre idée initiale d'attaque va se transformer gentiment en défensive. On va prendre une parade et on mettra des ripostes. D'accord? Donc ça va être vraiment une logique d'approche, avec des possibilités soit d'attaquer, soit défendre. Et ce qui va être techniquement le fil rouge de tout ça, ça sera cette position intermédiaire de bœuf. C'est clair pour tout le monde? Alors, avec votre partenaire, là, on va partir de ce qu'on a réussi à faire ce matin, mettre en place. Donc, je vais vous demander de travailler avec votre partenaire et de retrouver votre distance. La distance de marche-stop, marche demi, marche-fonte. Pour ça, on va y aller progressivement. Donc, on l'a fait ce matin en décomposant. Maintenant, normalement, vous avez les éléments clés pour y arriver, donc vous allez le faire tout seul avec votre partenaire. Avec votre partenaire, il va mettre son masque. Aussi, essayez, quand vous êtes le partenaire en face, essayez de vous mettre avec la jambe gauche devant aussi. Parce qu'en assaut, vous êtes comme ça. En assaut, vous n'êtes pas. Donc, rien que ça vaut le coup d'avoir déjà. C'est pas la même chose d'être ici et d'être là. Ok. Donc, tout seul comme des grands. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous faites que du côté droit. Si vous êtes plus à l'aise, droite et gauche. Vous allez vous recaler. Vous allez vous recaler tout seul en partant du plus proche au plus loin. Ça veut dire que je commence par la distance d'allongement de bras, avec une touche tête, puis deux touches tête, etc. Vous faites 4-5 fois. Ensuite, ma distance de fente. Ouais, je suis entre deux têtes amies, c'est parfait.
de fente, ma distance de demi-marche fente, ma distance de marche demi-marche fente, ma distance de marche stop, marche demi-marche fente. Donc en gros, 5 fois par distance, vous prenez votre distance, est-ce que vous soyez calé. Quand vous êtes calé, vous allez repérer, même visuellement, si lui a une ligne de départ, vous êtes calé, vous, à son tour de se caler. Okay, quand tout le monde aura repris ses mesures, on passe sur le cœur du cours. C'est parti. Donc le cours plongeant, c'est quoi? Ça veut dire que, donc je connais ma distance, je connais mon marche stop, je sais où je dois le faire. Donc je vais faire marche stop. À partir de là, dans cette distance qui est ma distance d'attaque, il faut que je cale une autre forme d'attaque que mon marche et une marche forte. Une autre façon d'approcher l'autre. Ok, donc ça veut dire que au marche stop, je suis hors distance, donc je m'approche, et au stop, j'arrive à ma distance d'attaque. Là, au lieu de réavancer la jambe gauche, j'ai avancé la jambe droite, ici. Comme ça. Donc là, je n'ai pas attaqué encore. Je n'ai pas allongé les bras, j'ai juste croisé, j'ai passé ma jambe droite devant, mais ce n'est même pas une fente. C'est juste un déplacement avant. J'ai juste fait ça. Là. S'il ne se passe rien, c'est que je vais attaquer. D'accord? Il ne s'est rien passé, il ne va pas attaquer, je n'ai pas besoin de faire de parade, il est immobile, je vais y aller. À ce moment-là, je vais faire ça. Je vais rejoindre mes pieds, je vais regrouper. Et je vais attaquer à la tête. D'accord? Et dans ce déplacement-là, c'est la même longueur que ce que j'aurais si je faisais marche, demi-marche fente. C'est la même chose, c'est la même distance, en principe. Donc au lieu de faire marche, demi-marche fente, je vais ici, juste lancer mes bras ici à droite, il n'a rien fait, je regroupe, et je viens frapper à la tête. Okay? Pour le moment, un simple beurre en haut à la tête le plus simple possible. Donc, je veux juste que vous caliez ça. Éventuellement, vous pouvez le faire à gauche pour ceux qui sont à l'aise. D'abord, commencez par le découvrir du côté droit. Du côté fort, on commence par cet aspect-là. Donc c'est pas une grande fente. Si vous faites ça, là vous allez attaquer. Vous allez attaquer, vous allez allonger les bras, vous allez faire la fente. Là, on ne vous demande pas d'attaquer, on vous demande d'approcher. Donc je vais juste faire ça. Ici, s'il ne se passe rien, je viens attaquer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est parti. Ok, donc ce que je vous disais, c'est que jusqu'à présent, on va juste rajouter un élément technique, pas de tactique encore. Je veux vraiment que ce soit calé, parce que vous comprenez bien que si vous prenez les pieds dans le tapis, c'est pas possible de jouer avec ça. Donc maintenant, ce qu'on va ajouter, c'est au lieu de faire ici une menace, il ne se passe rien, un coup d'eau à la tête, on va faire une menace, pareil, il ne se passe rien, ici, et ici un sverge, à son oreille gauche. Ok? Donc, au lieu de finir par un overhaul à la tête, on finit par un sverge à son oreille gauche. C'est pas très compliqué, mais c'est juste qu'après c'est utile. Je vous explique pourquoi après. Quand on va faire des feintes ensuite, on va faire ça, on va venir ici, feinte, laisser courir et frapper de l'autre côté. Donc ça, pour ça, il faut que les poignets soient déjà en rotation. Donc on va faire bœuf, menace, plongeant, sverge à son oreille gauche. Est-ce que c'est clair pour tout le monde le sverge? On est ici, tac, on vient avec le pouce par-dessous, on touche avec le faux tranchant son oreille gauche. Je suis là, je répète. Ici, mon faux tranchant est vers la terre. Je ramasse, je regroupe, et je frappe son oreille gauche avec ma main droite devant, le pouce dessous. C'est clair pour tout le monde? On y va. Dès qu'on va travailler les feintes et les parabripostes, c'est souvent délicat à mettre en application dans un exercice. Donc là, je vais demander à un des deux de faire une erreur sciemment pour que l'autre puisse travailler. Ce n'est pas ce que je préfère faire, mais là, il n'y a pas trop de solution pour travailler ça. Donc ce qu'on va faire comme exercice, c'est ça. Je vais lancer mon attaque. Donc, je suis ici, je fais mon marche, mon stop, je vois qu'il ne se passe rien, je décide de passer à l'offensive. Pour ça, je fais ma première marche préparatoire, ici, en basculant en bœuf. Il ne se passe toujours rien, ok, je décide d'attaquer. J'y vais, et je viens toucher son oreille. Donc, premier choix, mon adversaire ne fait rien du tout. Il est statique. Je touche, c'est réglé, je reviens en arrière. Deuxième option, comme mon partenaire, il a fait une parade, mais trop tôt. Donc, téléphoner. C'est une erreur, c'est un pré-signal. Donc ça, c'est important que je parle de téléphoner parce que si c'est téléphoné, je peux le voir et agir dans l'instant. On parle aussi de Joachim Meyer quand il dit quand vous allez frapper et que vous voyez une meilleure opportunité s'ouvrir, vous y allez. Donc ça peut arriver. Pour lui, c'est une faute. Normalement, une parade de riposte, ça se fait au dernier moment. S'il a fait un peu trop tôt, il va se faire cueillir, c'est ce qui va lui arriver. Mais là, il veut me faire bosser, donc il va faire cette erreur. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand il est en face et qu'il subit, donc l'autre arme, il vient en bœuf, il menace, l'arme de l'autre côté, je commence à aller fermer la porte à gauche. Évidemment, l'autre ne va pas aller tomber dans mon fer, mais il va essayer d'esquiver ça. Tu peux prendre une juste pour la démonstration. Donc pour esquiver ça, on va faire ce qu'on appelle un Ablaufen. On laisse courir pour aller de l'autre côté. Donc on reste avec la jambe gauche devant pour le moment. Donc je viens ici, donc j'ai fait ma marche et mon stop, marche, stop. Je viens me laisser en bœuf. Il fait rien, je décide d'attaquer. Au moment où j'arme ici, je regroupe mes jambes, il décide d'aller fermer sa ligne. Alors sans reculer. Ça change de distance. Ouais, juste en fermant ici. Là, je vais venir chercher ici. Au lieu de finir à son oreille, je vais laisser courir sur le côté et frapper tête. Ok? Alors, je recommence doucement. Je suis ici,
marche stop, je viens menacer. Au moment où je regroupe, il vient fermer la ligne. Ici, je laisse courir et je frappe de l'autre côté. Alors Joachim Meyer, il dit que ça s'appelle une double feinte. Ce truc-là, je vous explique pourquoi. Parce qu'on est là, je viens regrouper ici. La première feinte, c'est laquelle? C'est que je fais seulement faire un overhaul que je transforme en Zwerch. Et finalement, ce Zwerch-là, il ne va pas être suffisant pour le tromper, donc je vais devoir l'accompagner d'une deuxième feinte, le Hauslaufen. Donc je suis ici, là, je vais tout doucement, parce que c'est dur de faire une feinte au ralenti. Donc je suis là, ça ferme, je laisse courir et je frappe. Ce que je vous demande d'essayer de faire, que je n'arrive pas à faire au ralenti, il faut que je le fasse en vitesse pour que ça fonctionne, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de faire tout en main. De faire tous vos mouvements de main sur votre fente. Sinon, ce sera une remise. Si je fais ça, pose-pied, ça de l'autre côté, j'ai fait une remise, c'est une deuxième attaque. Ce qui existe chez Joachim Meyer, mais lui, il parle de double feinte. Donc, le terme est précis, la terminologie est précise, donc c'est ça. Il dit d'ailleurs, tu vas tout faire en l'air. Tout en un seul mouvement en l'air. Et oui. Donc, mon marche stop, une menace, je réarme, hop, je laisse courir, boum, j'ai cherché l'oreille droite ici. Ok, c'est pas facile, hein, j'ai pas dit que c'est facile, mais on va essayer de faire ça. Parce que c'est ça qui fait tout. Il faut tout faire en l'air. C'est comme aujourd'hui au sabre, ça compose ici. Boum. Ça va être la même chose en fait si on veut faire feinte. C'est délicat, c'est subtil. Donc mon partenaire, s'il n'est pas gentil avec moi, ça va être dur au début d'apprendre. Donc soit il ne bouge pas du tout, donc zéro signal, soit un signal trop tôt sur mon groupement de pied. J'ai le temps de voir venir et de pouvoir travailler ma feinte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Alors le Hauslaufen, c'est quoi? C'est quand je suis ici, alors je vais faire une sorte de ralenti, je suis ici en l'air, avant contact, je vais juste laisser s'écrouler la pointe ici. Et frapper de l'autre côté. Ça marche? Donc du coup, j'aurais fait deux cercles. Une première boucle ici, une deuxième boucle ici. Hop, bouge tête. C'est clair pour tout le monde? On essaie, c'est parti. Je reviens sur 2-3 points clés. D'abord, c'est l'interprétation que j'en ai, c'est que c'est bien une double feinte. Donc dans le même mouvement, il faut tout faire dans le même mouvement. Évidemment, c'est dur avec les jambes, parce qu'on a 3 mouvements de bras sur un mouvement de jambes. Donc évidemment, il y a un petit problème de timing. Avec une amende qui Le principe étant toujours le même. C'est pour ça qu'on a la Hauslaufen, c'est comme on dit, on profite de l'inertie. Donc on a vraiment ce coup. Le truc, c'est que les principes sont toujours les mêmes. Quand j'attaque, c'est toujours mes bras précédés par mes bras suivis par mes jambes. Mes bras précèdent, mes jambes suivent. Donc quand je fais ça, c'est pas une attaque. Là, j'ai les bras croisés, je ne suis pas attaqué, les bras ne sont pas allongés. Par contre, quand je vais regrouper ici, j'ai toujours pas attaqué, là. Les bras n'ont toujours pas avancé. C'est seulement quand ils vont commencer ici à avancer que je suis dans l'attaque. Donc évidemment, si je fais ça, c'est impossible de feinter. Je fais une remise. Ce qui n'est pas grave, hein. Joachim Meyer, c'est aussi ça, c'est pas grave en soi. Et si je veux vraiment faire deux feintes, j'ai l'obligation de faire ça, regrouper, précéder avec ma lame, tourner et finir de l'autre côté. Il n'y a que là que j'ai le timing pour faire ça. Donc ça veut bien dire que mes bras ont précédé mes jambes, sinon c'est impossible de le faire, c'est une remise. Il n'appelle pas ça double feinte, c'était une feinte et une remise. Donc on va essayer de pratiquer ça comme ça. Maintenant ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que, alors maintenant que mécaniquement c'est globalement compris, j'aimerais vraiment qu'on essaie de le faire en observation. Là on l'a fait sur un partenaire, on se fichait de ce qu'il faisait, on voulait essayer de comprendre le geste. Ce que j'aimerais vraiment qu'on fasse, c'est on observe l'autre. Si quand ici j'ai regroupé, je commence à allonger les bras, il n'a pas lancé la parade, boum, je lance une attaque à son oreille gauche sans me poser de questions. Si quand je regroupe et je commence à avancer tout doucement les bras, il ferme la ligne d'un coup, là je m'ajuste, j'ai l'autre côté. Parce que j'aimerais que, là pour le moment, j'aimerais qu'on essaie de travailler sur cette observation-là. Les signaux sont clairs. Absence de mobilité, ou quand je regroupe et que je commence à avancer les bras, tout de suite il ferme. C'est trop tôt, mais c'est pas grave, moi ça me permet de bosser. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On y va? Donc, on travaille avec incertitude maintenant. Observation, adaptation. Bon, maintenant on va se placer dans une situation plus réelle où l'adversaire veut vraiment sauver sa peau. Donc là, quand je vais l'attaquer, mon partenaire va tout faire pour trouver la parade. Vous comprenez? Donc là, c'est-à-dire que vous n'aurez pas une erreur. Vous n'aurez pas cette erreur de départ où il va faire semblant d'aller chercher la parade ou trop tôt que je vais pouvoir exploiter. Donc c'est-à-dire que là, il faut commencer à préméditer ce que vous allez faire. Donc, même logique. Je fais mon marche stop, je viens ici dans mon plongeant, je rassemble. Là, maintenant, l'attaque, elle va commencer. Donc, je précède mon attaque par mes bras y vont. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Choix numéro 1, je me dis que j'y vais directement à la tête, on ne sait jamais. Attaque simple directe. Choix numéro 2, je suis ici. Je sens qu'il va à la parade, ou je prémédite qu'il va à la parade, ou j'ai envie de faire un pari. Là, je laisse courir et je frappe de l'autre côté. Évidemment, ça, c'est que binaire. Donc, au bout d'un moment, il sait que ça va finir gauche ou droite. L'autre possibilité, c'est de faire ça. Je suis ici. Je menace, je précède avec mes bras. Je fais seulement partir de l'autre côté et finalement, je reviens du même. Donc ça, c'est les trois options. Avec ces trois options-là, normalement, au bout d'un moment, le gars en face, vous allez toucher plus souvent que lui va vous toucher. Plus souvent que lui va trouver la parade. Ok? Le truc, c'est que ne tombez pas dans l'observation.
Vous ne pouvez pas attendre d'observer pour voir ce qu'il va faire. Plus vous observez, plus le temps s'écoule. Et plus le temps s'écoule, plus ma pose de pied s'approche. D'accord? Donc la fin de mon attaque. Donc après, il peut reprendre l'initiative là-dessus. Donc en fait, j'ai un temps limité pour faire mon choix. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de préméditer les choses. De vous dire, ok, j'y vais, marche top, je vais essayer de faire une double feinte. Donc j'y vais, gauche-droite. Ou alors la fois d'après, je fais une feinte simple. Peut-être de l'autre côté. Et la fois d'après, je fais une directe. Ok, essayez de jouer à ça. Jouer à ça avec lui, voir ce qui passe, D'accord? Et celui qui est en face, je vous demande vraiment de la jouer en mode survie. Donc, votre but, c'est de ne pas être touché à la tête. Donc vous savez arriver à la tête, vous cherchez la parade. Dès que vous avez une parade, vous lui mettez la riposte. Ok? Pour le moment, je ne mets rien de plus. Après, je mettrai des options plus complexes. Le défenseur peut venir me chercher, m'attaquer, etc. Pour le moment, le défenseur, il attend son sort. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon ou pas? Donc là, vous comprenez un petit peu pourquoi est-ce que ce genre de pièce-là, moi, c'est pas du tout ce que je mets dans un apprentissage pour les débutants. Là, on fait parce que c'est un stage sur Joachim Meyer, c'est des spécialités, on les montre. Et ça, c'est des choses complexes qui n'ont pas d'intérêt au début, parce que c'est implaçable quand on n'a pas un peu d'expérience. Ensuite, je vais vous donner la pièce complète. On ne va pas travailler aujourd'hui. Je vous donne la pièce complète de Joachim Meyer. Comment est-ce qu'il présente ça? Lui, il l'amène comme ça. Donc, il est ici, il vient faire son... Il s'amène à 109, il ne se passe rien, il rebondit, doucement, il aligne. Il passe en sverge, il laisse couler, il va à l'autre côté de la tête. Avant que je touche, il a pris la parade. Vas-y. Ok, donc il n'a pas touché. Donc là, d'accord, c'est bon, il n'y a plus de feinte, je vais poser mon pied, je suis en remise. Là, il dit tout de suite, tu vas faire feinte de sverge à son oreille gauche. Il vient chercher la parade, et tout de suite, tu frappes du plat à son oreille droite. C'est la pièce complète. D'accord? Il se passe tout ça dans sa pièce. Donc, ça, typiquement, c'est le genre de choses complètement travaillées, ça ne sert pas à grand chose. Parce que c'est tellement spécifique, tellement singulier que ça ne sert à rien de le faire en entier. Donc, on a juste fait l'entrée en matière, qui me paraît intéressante. Donc, maintenant, on va revenir sur notre schéma tactique de ce matin. On va réintroduire ce travail de coup plongeant dans la problématique de j'avance vers un adversaire qui peut potentiellement m'attaquer. Ça veut dire que j'ajoute une possibilité pour mon partenaire, ça va être de m'attaquer sur mon stop. Je fais le plus simple au début, mais toujours de la situation la plus simple, ça a l'air plus compliqué. Donc au début, je fais marche stop, et il peut m'attaquer à ce moment-là sur mon stop. Comment on fait ce matin? Marche stop, là il vient m'attaquer à la tête. Ce que je vous demandais de faire par rapport à ce matin, quand on est attaqué comme ça, vous êtes tombé dans le vide, et on revenait. Là, quand je vais être attaqué, je vais travailler, c'est notre thématique de la garde du bœuf, on va travailler là-dessus. Donc je fais marche stop, il m'attaque, je vais faire ça. Le coup glissé, je viens chercher par ici. Ok? Donc ça veut dire que je suis ici en garde du toit, je vais simplement ramener l'épée par-dessus et chercher ici du fer. Sitôt que j'ai le fer, je mets la riposte en faisant ce déplacement-là. C'est le doublement. Le doublement, c'est que, je vais venir s'il te plaît sur la lame. Ici, le doublement, c'est simplement, j'ai les bras croisés, je vais les décroiser en allant chercher son oreille à l'intérieur. Et je m'en vais. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde les options? Marche stop, il ne se passe rien, j'attaque. Marche stop, il m'attaque, je viens ici en coup transversal sous son épée. Dès qu'il y a du contact, je mets une riposte en doublant. Est-ce que c'est clair ou pas ça? Ça va? Ce que je veux que le défenseur fasse, c'est toujours la même chose, il y a toujours deux options au défenseur. 1. Sauver sa peau quand il se fait attaquer. S'il a une parade, il colle la riposte. 2. Il peut attaquer sur le stop. C'est ces deux seules options qu'il a. On mettra une troisième après, d'ici 15 minutes. C'est bon pour tout le monde, il y a des questions? On va pas rajouter des trains supplémentaires, on va juste essayer maintenant de basculer sur un petit assaut à thème. Donc là, ceux qui ont du matériel un petit peu, au moins une veste pour pouvoir jouer un peu. Un plastron idéalement, s'il y a un stock qui devait placer. Et on va faire un petit assaut à thème. Alors avant de vous expliquer ça, je reviens sur un petit point technique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend bien compte que, comme le dit le texte, le poème dit le coup transversal ramasse tout ce qui vient d'en haut. Et là, on a une preuve concrète. Quand on est ici et que ça vient d'en haut, quand vous faites ça, vous ramassez tout ce qui vient d'en haut. Et ce ça là, qui est un sverge, c'est bien un sverge à son oreille droite, qui vient glisser quand ça vient d'une garde furieuse, mais c'est le même geste. Ce qui est marrant, c'est qu'en sabre moderne, c'est une quinte. Et la quinte, en sabre moderne, c'est ça. Et ça verrouille tout ce qui vient d'en haut. Là, vous voyez, on trouve des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus simple de verrouiller ici en ayant mes mains à droite par rapport à un coup qui arrive à ma gauche, plutôt que faire ce geste-là qui implique un moment de passer les mains devant sa lame, avec un risque de se faire cueillir les doigts. Donc ça, c'est un truc intéressant en assaut en général. En général, quand ça arrive au-dessus, pourquoi pas aller travailler de ce côté fermé. Et vous voyez bien qu'après, le doublement, il passe bien. L'ouverture à son oreille gauche, elle est assez facile à trouver. Donc maintenant, on va basculer sur un assaut à thème. L'assaut à thème va être le suivant. Donc, vous travaillez avec votre partenaire. L'objectif pour un des deux, donc l'un est libre de ses faits et gestes. Si vous n'avez pas de bonne protection, ne vous autorisez pas les stocks. Ne faites des stocks que si vous avez des bonnes protections. S'il n'y a pas cette protec, faites que des coups de taille, ou des coups de plat, peu importe, mais pas des stocks.
L'idée, c'est qu'il y en a un des deux donc, qui est libre, et l'autre en face, il a une obligation. Il doit systématiquement passer par un buff avant de toucher l'autre. Donc, il doit passer en buff pour se défendre et éventuellement parer et riposter comme il veut. Quand il attaque, il doit d'abord passer par un buff avant de toucher, peu importe. Il est obligé de passer, de transiter par une position de buff avant d'aller toucher l'autre. C'est son obligation, il a un impératif. Alors que l'autre en face est libre de ses faits et gestes. Ça vous va comme thème, c'est bon? Donc, best, et hop, c'est parti, on essaye ça avec un partenaire.